Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est ce qui se passe à Avignon autour de Gisèle Ex-Pellico. Cette femme qui a été applaudie aujourd'hui à la sortie de l'audience. Les soutiens de Gisèle Pellico sont de plus en plus nombreux. On va écouter ces applaudissements parce que c'était une journée extrêmement particulière aujourd'hui. Une journée lors de laquelle Dominique Pellico, son ex-mari, a passé des aveux. Il lui a demandé pardon. Explication de Corentin Brio. Dans le box des accusés, micro en main, assis dans un fauteuil, Dominique Pellico a reconnu les faits d'une voix faible et tremblante. Je suis un violeur, comme ceux qui sont dans cette salle. Elle était merveilleuse, et moi j'étais à côté de la plaque. Je l'ai bien aimée 40 ans et mal aimée 10 ans. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je dois payer. Je demande pardon, même si ce n'est pas acceptable. L'homme s'est expliqué sur les raisons qui l'ont poussé à garder les vidéos des viols dans des dossiers classés sur son ordinateur. Il y a une part de plaisir, mais également une mesure d'assurance. Aujourd'hui, grâce à ça, on peut retrouver ceux qui ont participé. Au cours de l'audience, il est revenu sur son enfance, dans laquelle il a expliqué avoir été à la fois victime et témoin de viol, comme le relate son avocate, maître Béatrice Zavaro. C'est-à-dire un viol à l'hôpital de Châteauroux quand il a 9 ans, un viol collectif auquel il assiste et auquel on veut le faire participer quand il a 14 ans, et manifestement des scènes de violence sexuelle entre ses parents qu'il ne doit pas voir parce qu'un gamin de 14 ans ne doit pas voir ce genre de choses et qui le perturbe énormément, qui l'attriste et qui surtout le secoue complètement. Son ex-femme Gisèle est restée stoïque et digne pendant toute la prise de parole. Au moment de la suspension de la séance, elle est sortie sous les applaudissements. Et elle mérite ces applaudissements parce qu'elle est tout à fait exemplaire par sa dignité et par, encore une fois, ce qu'elle dégage, cette lumière qu'elle dégage dans l'obscurité de ce procès. On va rejoindre sur place à Avignon Régine Delfour et Stéphanie Rouquier. Bonsoir à toutes les deux. Vous avez assisté aux audiences. Comment a réagi Gisèle Ex-Pellico pendant les aveux de son mari ? Bien écoutez, vous pouvez l'imaginer, Laurent, c'est extrêmement éprouvant pour elle quand il a pris la parole et s'est excusé. Elle a remis ses lunettes qu'elle avait délaissées depuis quelques jours. Ensuite, elle a pris la parole pour dire que pour elle, c'était compliqué. C'était même insoutenable de pouvoir entendre Dominique Pellico décrire tout cela, cet homme avec lequel elle a vécu pendant 50 ans, qui elle a fait confiance. Et c'était vraiment assez bouleversant. Sa fille, elle était toute seule ce matin, Gisèle Pellico. Sa fille, Caroline Darian, est arrivée cet après-midi. Et là aussi, on a pu assister à certaines scènes puisque Dominique Pellico continue de réfuter qu'il serait l'auteur donc de ces photos où on voit sa fille dénudée, endormie. Caroline Darian, d'ailleurs, est sortie en disant qu'elle avait envie de vomir. Elle est revenue, elle lui a crié qu'il mentait. Donc, vous pouvez imaginer, Laurence, toute évidemment cette tension et évidemment tous ces moments qui sont les plus éprouvants pour les parties civiles. Merci beaucoup Régine Delfour, Stéphanie Rouquier. Vous êtes sur place, vous avez vécu ces moments extrêmement émouvants, notamment lorsque M. Pellico assure n'avoir jamais touché sa fille Caroline. Maître Sarah Salman, vous êtes avec nous. Il y a la figure de Madame Ex-Pellico, Gisèle, qui évidemment force l'admiration. Ah oui. Et puis en face, il y a véritablement ces hommes, et celui-là en particulier, Dominique Pellico, qui non seulement s'accuse, mais accuse tous les autres en disant il ne pouvait pas ne pas savoir. Bah oui, enfin ça c'est une évidence, mais la sémantique a son importance. Il dit je suis un violeur. Nous on peut pas le dire parce qu'il y a la présomption d'innocence. On peut pas dire monsieur vous êtes un violeur. Lui il le dit et ça c'est tout à fait intéressant. Il aurait pu aussi dire je vais garder le silence, je vais faire ainsi. Là il choisit de se décharger en partie de sa responsabilité en chargeant les autres, mais il reconnaît finalement tout et cherche des circonstances atténuantes. Il dit à un moment, c'est pas dans ce reportage, mais il dit qu'il aimait beaucoup son épouse. Bon, c'est une démonstration de l'amour qui est assez singulière quand même. Mais pour Madame Ex-Pellico, ce qui va être très difficile, c'est le procès évidemment, mais c'est aussi l'après-procès. Là, tous les projecteurs sont braqués sur elle. Elle a un soutien international, mais après le procès, ça va être aussi quelque chose de très difficile. Mais je pense qu'elle aura gagné quelque chose, quoi qu'il arrive, Sabrina Medjeber, c'est que la honte a définitivement changé de camp dans cette affaire, et on l'espère dans ces affaires de violence sexuelle. Tout à fait. Sur soumission chimique. Tout à fait. La honte a changé de camp, et cette femme est d'une dignité
inébranlable d'un salut pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont victimes. Alors, ce procès est évidemment hors norme par la caractérisation des faits et la méthode industrielle de destruction de cette femme. Et lorsqu'on entend effectivement le discours de ce présumé innocent Dominique Pellicot, on ne peut que se saisir en réalité de la dichotomie entre l'affirmation virile collective et la victimisation infantilisante qui devient individuelle pour en effet se dédouaner de ce mal-amour, puisqu'il l'indique comme tel vis-à-vis de sa femme. Et c'est très très surprenant en réalité de voir ce hiatus, ce creux, ce fossé entre ce qu'il a opéré, ce qu'il a méthodiquement organisé à l'appui d'un réseau social qui a bénéficié à des dizaines d'hommes et sa repentance individuelle au titre de sa victimisation personnelle. Éric Revel, on a entendu les applaudissements qu'ont salué Gisèle à la sortie de l'audience. On sait que voilà, elle devient une icône, une icône pour les femmes, mais aussi pour tous ceux qui ont subi des violences sexuelles. Oui, absolument, une icône, une héroïne. Voilà, ce qui me frappait tout à l'heure, je le redis, parce que voilà, vos mots étaient choisis, l'ombre... ce contexte, enfin, c'est plus que de l'ombre, c'est une obscurité totale. Et puis cette lumière, cette femme qui se dresse, qui sourit derrière ses verres fumés légèrement. C'est la seule fois, enfin, j'ai suivi un peu, mais sur les images où on voit cette souffrance qui s'efface quelques instants pour laisser place à un léger sourire. Puis ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le profil psychologique de Dominique Pellicot. Parce que bon, la cause est entendue. Maître Salman le disait, je suis un violeur, dit-il, les autres aussi. Bon, donc, et il dit, j'ai été violé dans ma jeunesse. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il passe tour à tour de victimes, de bourreaux, d'avocats généraux accusant les autres. Alors, est-ce que c'est un moment de lucidité ou parce qu'il est acculé, il a le mur devant lui, de toute façon, il peut que reconnaître les faits puisqu'il a tourné les vidéos. Ou est-ce que c'est un profil de manipulateur ? C'est-à-dire qu'il joue plusieurs cartes à la fois. Bon, le procès dure en décembre. Voilà. Donc on le saura, mais c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'il a été absent pour des causes médicales, il arrive et le premier jour, il dit oui, je suis un violeur, et les autres savaient tout. C'est-à-dire que toute la défense des autres, par vos collègues avocats, est en train de s'effondrer. Il n'y a plus de solidarité. Là, quand vous êtes aux assises, c'est chacun pour soi, souvent. Voilà. Là, c'est chacun pour soi. Oui, mais c'est lui qui le fait. Alors, son avocat essaie de dire il a été maltraité. Elle fait son travail. Non, mais elle fait son travail. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les enfants qui ont été maltraités ne sont pas devenus des tueurs. Alors, vous avez entièrement raison, mais quand vous avez un client à défendre de ce type, il faut bien avoir une ligne de défense. Là, ils ont choisi la reconnaissance des faits. Donc, qui dit reconnaissance des faits dit chercher la clémence du tribunal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand il déclare « je suis un violeur et les autres aussi sont des violeurs », en fait, il devient indéfendable. C'est-à-dire que... Si, je vous explique, c'est une ligne de défense que de dire « oui, je suis coupable, mais je cherche la clémence du tribunal ». C'est une ligne de défense. Vous cherchez, en fait, soit vous cherchez un acquittement, soit vous cherchez à réduire le quantum de la peine. Il a choisi la deuxième solution. Très bien, mais si vous voulez, je suis, si j'étais son défenseur, bon, l'histoire il a été sans doute violé, violenté, il a vu des scènes horribles de ses parents, tout ça, très bien, mais qu'est-ce qu'il reste sinon, de réclamer un peu de clémence dans la peine qui va... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Mais parce que, est-ce qu'elle s'attendait à ce qu'ils disent la première journée, je suis un violeur, et tous les gens qui sont ici le savent très bien. Alors, a priori, il a eu 4 jours où il était, même une semaine où il était absent pour... Il a préparé ses déclarations. Quand vous avez une semaine dans une cellule entre 4 murs, oui, j'ose espérer que vous avez... Avec votre avocat, vous préparez les déclarations ? Vous voyez votre avocat régulièrement. Alors après, il peut la suivre ou ne pas la suivre. Il a préparé ce qu'il allait dire. Au bout d'une semaine enfermé dans une cellule... quand même, il sait très bien qu'il allait commencer comme ça, et c'est un propos tellement fort que ça ne peut pas ne pas être préparé à ma connaissance. Louis de Ragnel, qu'est-ce qui vous frappe là dans cette journée extrêmement spéciale qui s'est déroulée à Avignon? On a eu les aveux de Dominique Pellicot, où il s'est adressé à sa femme, son ex-femme, elle lui a répondu en lui disant voilà, j'ai aimé cet homme, j'aurais donné mes mains à couper pour lui. Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux choses qu'on peut retenir. La première, c'est que Gisèle Pellicot parle sans haine ni violence, alors que tout pourrait la conduire humainement à ressentir de la colère, vraiment la volonté d'en découdre. Et en fait, on a l'impression qu'elle fait en sorte que cette cause la dépasse
pour essayer aussi d'en faire presque peut-être pas une cause nationale, mais pour parler à toutes ces femmes et parfois ces hommes qui vivent ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire l'enfer absolu pendant toutes ces années. Et donc on voit bien qu'elle est en train presque de s'effacer au profit de cette cause. Et c'est quand même rarissime quand on voit l'absolue horreur qu'elle a vécue. Ensuite, quand on voit la stratégie de M. Pellico, on peut simplement avoir des doutes. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il reconnaît ses agissements. Par le passé, il refusait de dire de dire ce qu'il a dit en tout cas aujourd'hui. Et donc on peut se poser la question, est-ce que il reconnaît par tactique, je reviens sur ce que disait Éric Revel, par stratégie pour se dire je vais reconnaître entre guillemets un morceau de ce qu'on me reproche pour pouvoir nier beaucoup plus facilement d'autres choses qui l'accablent. En tout cas, voilà, c'est à ça que sert un procès et on attend de voir ce que donnera l'issue de ce procès. Puis le cheminement aussi, ce qui est intéressant, ça a été dit dans le procès, c'est le cheminement au début, quand il commence, il met des sous-vêtements à son épouse qu'elle ne veut pas mettre et il se masturbe devant. Ça commence comme ça et ça monte crescendo. Donc ce qui sera aussi intéressant, c'est de comprendre le cheminement intellectuel qu'il a mené à ce que d'autres hommes... C'est intellectuel, mais... c'est un cheminement intellectuel. À ce que d'autres hommes viennent, et étant précisé qu'il n'a jamais fait payer. C'est une question qui a été posée aussi. Sabrina Medjeber. Ça interroge également la notion de responsabilité de l'individu face à ses traumas. Ça interroge également la conscientisation de l'âge adulte ou de l'être adulte vis-à-vis de ses traumas. Ce monsieur a vécu un viol étant jeune. Il en a conscience puisqu'il le dit comme ligne de défense au tribunal. Pourquoi n'a-t-il pas résolu ses traumas, ou en tout cas ses échecs post-traumatiques liés au viol, lorsqu'il en avait la possibilité? C'est-à-dire qu'on est passé d'une société où nous sommes tous nos choix sartriens à une société où nous sommes tous victimes de tout, au nom de tout. Absolument. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On suivra tout au long de la semaine, évidemment, et les prochaines semaines, ce procès hors norme. On va parler de la destitution du président Macron. Ils veulent destituer le président de la République.